Histoire, actualité comme tous les vendredis, actualité de la recherche en histoire, actualité de l'histoire dans notre présent. Pour commencer, un nouveau petit précis d'histoire à l'usage des candidats, puis dans le cadre de notre séquence mensuelle sur la fabrique de l'histoire mondiale, avec le magazine L'Histoire, Valérie Hanin, directrice de la rédaction de l'Histoire, et moi-même aurons le plaisir de recevoir Robert Moore, professeur émérite d'histoire du Moyen-Âge à l'université de Newcastle, auteur d'un grand livre à paraître l'an prochain chez Belin, Guerre à l'hérésie. Nous découvrirons avec lui les derniers travaux sur les cathares. Ses propos seront traduits par Xavier Combes, puis Catherine Decopé dans sa chronique sur la fabrique de l'hôte nous parlera de la catégorie du mineur dans la France du XXe siècle en particulier et du XXIe maintenant. Et puis pour finir, Amélie Meffre viendra nous parler dans sa chronique sur un saut dans la loi, d'une loi, plutôt d'un décret du 22 octobre 1955 qui institue pour les Français la carte nationale d'identité. 5. Allez-y, madame. Mettez votre enveloppe dans l'urne. À voter. François Mitterrand. Petit précis d'histoire à l'usage des politiques. Valéry Giscard d'Estaing. Vous comptez les deux registres? François Mitterrand. Est-ce qu'on fait dans les épingles? Non. Oui, mais pour les compter après. On laisse un et on met plus l'autre. D'accord. Ça fait 7 Il est 20h, le scrutin est clos. Et en ce vendredi, pour ce petit précis d'histoire à l'usage des candidats, nous ne parlerons pas des primaires, mais avec Emmanuel Furex. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Furex. Vous êtes maître de conférence à l'université de Paris-Est Créteil. Nous allons parler des charivaris politiques. Absolument. Je vous propose aujourd'hui un petit pas de côté à destination des candidats oublieux de leurs promesses électorales. Nous sommes en 1832, au début du règne de Louis-Philippe, dans un moment de grande effervescence pré-démocratique. Une nouvelle chambre des députés a été élue un an plus tôt, dominée par un juste milieu conservateur, bien éloigné des promesses libérales de la Révolution de juillet 1830. La France provinciale résonne peu à peu d'un concert assourdissant de casseroles et de chaudrons. Une monomanie musicale semble s'être emparée de tous les patriotes, écrit alors un contemporain. De fait, en quelques mois, près d'une centaine de notables, dont une majorité de députés, sont successivement accueillis par des charivaris tonitruants qui viennent sanctionner les traîtres à la cause du peuple. Une campagne de charivari, analogue aux célèbres campagnes de banquets, se met ainsi en place dans plusieurs dizaines de départements à l'instigation de la gauche. Sont tout particulièrement visés d'anciens députés libéraux, acteurs de cette révolution de 1830, mais ralliés à la politique d'ordre et de résistance symbolisée par l'austère Casimir Périer. Ce nouveau rituel politique, dans sa forme, ressemble à s'y méprendre aux vieux charivaris traditionnels, ceux qui sanctionnent au village les veufs remariés et autres maris cocus. Une foule s'assemble, la nuit tombée, plus ou moins nombreuse, généralement dominée par des jeunes hommes, autour du domicile de la personne visée. Elle tourne cette dernière en ridicule à coups de casseroles, crécelles, sifflets, sonnettes et cornets à bouquins. Des chansons révolutionnaires sont entonnées, et surtout, des cris et des insultes viennent préciser la charge politique. « À bas le juste milieu, à bas le traître, à bas la poire, à bas le corrompu » peut-on entendre dans quelques-uns de ces charivaris. La violence contre l'adversaire, mise à distance et humiliée, reste toujours symbolique. Le charivari dure plusieurs heures, interminable pour sa victime. Il peut en outre être reconduit plusieurs jours consécutifs, ainsi contre Adolphe Thiers à Aix, à Marseille et à Toulon. Le charivari, en se politisant, est devenu un rituel sophistiqué de contrôle civique des représentants. Les députés visés le sont au retour de leur session parlementaire, après que leurs votes et leurs discours aient été savamment scrutés par leurs opposants républicains. Ils sont sanctionnés pour avoir trahi la promesse révolutionnaire de 1830, quand les députés du parti du mouvement sont quant à eux salués par des sérénades triomphales. Un député de la Moselle, par an, en fait les frais après l'adoption de la loi sur les étrangers réfugiés dont il a été le rapporteur, loi jugée liberticide. Il est charivarisé à son retour à Metz, en avril 1832, 3 jours de suite, au cri de « Aux renégats, aux persécuteurs des Polonais !»
L'autre ressort du charivari politique est l'exercice d'une justice et d'une morale populaire. Les récompenses honorifiques jugées imméritées, les faveurs accordées aux proches, la corruption des électeurs sont ainsi sanctionnées par le chaudron populaire. Adolphe Thiers est visé par les cris de « À bas l'écrivain vendu, à bas l'orateur acheté !» Un de ses collègues du Maine-et-Loire négociant par ceux de « À bas le ventru, à bas le marchand de toile, à bas le fournisseur de pantalons !» Pour ses défenseurs, le charivari est un mode comme un autre de publication d'une opinion, aux côtés de la presse et de la caricature, et à ce titre, pleinement légitime. Pour ses contempteurs, au contraire, il n'est autre qu'une grave usurpation de souveraineté. Les charivariseurs, de fait, regroupent des électeurs, ultra-minoritaires sous la France de la monarchie de Juillet, et des non-électeurs, y compris des femmes et des enfants. Pour le pouvoir en place, les mandataires ne doivent des comptes qu'à leurs mandants et non à ces foules populacières. Le ministre de l'Intérieur voit ainsi dans le charivari une atteinte à l'indépendance des chambres et à la liberté des votes. Au fond, le scandale du charivari tient à deux choses. D'une part, il porte gravement atteinte à l'honneur de notables réduits à l'humiliation par un rituel jugé barbare. Et d'autre part, il repose sur un puissant imaginaire de la souveraineté populaire. Le charivari, dans cette perspective, n'est autre que la voix du peuple, y compris celle des prolétaires, celle qui, aux yeux de certains républicains, je cite, égalise les forces intellectuelles et abat la féodalité du bavardage parlementaire. Il ritualise à ce titre une émancipation possible. Tout est donc fait du côté du pouvoir pour comprimer cette voix menaçante et disperser les attroupements de charivariseurs. Les charivaris politiques, sans pour autant disparaître, resteront marginaux dans le nouveau répertoire d'action protestataire de la deuxième moitié du XIXe siècle. Ils ne nous sont guère familiers aujourd'hui en France, mais ailleurs dans le monde, en Argentine, au Venezuela, en Islande, au Québec, les casserolades ou concerts de casseroles montrent la résurgence possible d'un rituel de défiance civique face à la crise de la représentation politique. On va donc, pendant les mois qui viennent, observer de près s'il y a un retour ou non des casserolades et des charivariseurs. Il faut rappeler que pendant la guerre d'Algérie, c'était l'OAS qui s'était emparé de ces questions de concert de casseroles pour pouvoir protester contre le pouvoir gaulliste. Merci Emmanuel Furex d'avoir présenté ainsi ces rituels particuliers de contestation politique dans la France de Louis-Philippe. Bonjour à vous, Valérie Hanin. Bonjour Emmanuel. Merci d'être avec nous pour notre séquence mensuelle, La fabrique de l'histoire mondiale, une séquence qui tente ainsi de résumer ou de voir comment évolue cette question de l'histoire mondiale telle qu'elle se développe depuis maintenant quelques années un peu partout dans le monde. Et donc nous recevons chaque fois pour cette chronique un historien ou une historienne qui a une vision peut-être très large d'une histoire qui peut nous concerner. Et à l'occasion de la parution, c'est en kiosque aujourd'hui je crois, aujourd'hui, du numéro de l'histoire consacré au Qatar, comment l'Église a fabriqué des hérétiques, nous avons le plaisir de recevoir Robert Moore. Robert Moore qui est professeur émérite d'histoire du Moyen-Âge à l'université de Newcastle et auteur d'un livre qui s'intitule La guerre à l'hérésie, qui sera publié en français l'année prochaine chez Belin. Il sera traduit pour nous par Xavier Combe. Bonjour Robert Moore. Et à vous de nous présenter peut-être les thèses qui sont, disons, un peu hérétiques, les thèses de Robert Moore et de ceux qui sont dans ce numéro que vous avez conçu grâce à l'aide en particulier de l'historien du Moyen-Âge, Julien Théry-Astruc. Oui, qui nous a beaucoup aidé à mettre en scène ce dossier sur un sujet qui, en effet, peut être hérétique, en tout cas, qui peut-être va soulever des contestations. On va sûrement écouter ce qui va être dit après la parution de ce numéro du côté du sud de la France, et en particulier de l'Aude et de ce qu'on appelle, depuis qu'il a été breveté, le pays Qatar. Le pays Qatar, oui, Emmanuel. La geste des Qatars d'Occitanie est en France, en effet, une affaire bien ancrée. Elle a ses lieux de mémoire. Une montagne sacrée, Montségur, l'ultime refuge, tombé en 1244, détruit à la lumière des bûchers où brûlaient les derniers hérétiques. Elle a aussi ses héros, glorieux ou anonymes, un peuple du Midi, attaché à sa foi et à son église, tout entier dressé contre les pouvoirs du Nord et les hommes du pape. Le premier à raconter l'histoire avec cette cohérence a été peut-être Charles Schmitt, un historien de Strasbourg, qui publie en 1849 une histoire et doctrine de la secte des Cathares. Ce qu'il désignait ainsi, c'est une église fondée dans les Balkans et implantée ensuite à partir du XIe siècle dans tout l'Occident chrétien. Une contre-église très organisée, dotée d'une hiérarchie
les parfaits, dotés de rituels spécifiques, notamment le consolamentum, dotés aussi, d'une théologie dualiste, plus ou moins héritée du manichéisme. L'ancrage solide de cette hérésie entre Rhône et Garonne fait naître au XIIe siècle ce que vous avez appelé très justement, Emmanuel, le pays cathare, nul n'en doute aujourd'hui. Et d'ailleurs, d'autant moins que ce pays cathare provoquait en 1209 la riposte du pape Innocent III, qui lançait là, avec l'aide du roi de France Philippe Auguste, la première croisade en terre chrétienne. Les historiens, pendant 150 ans, se sont attachés patiemment à cette histoire. Beaucoup d'entre eux étaient des historiens des religions, historiens de l'Inquisition, historiens régionalistes aussi, à commencer par Napoléon Peyrat, dont l'histoire des Albigeois en 1870 peuplait le pays de sanctuaires, de héros et de symboles. Alors voilà, si tout cela n'était que fiction. Dans les années 1990, à bas bruit, Monique Zerner, une élève de Georges Duby, suivant peut-être la thèse de Jean-Louis Biget, nous en parlions tout à l'heure, Robert Moore, émettait des doutes sur l'origine balkanique et la diffusion du dualisme en Occident. Faisant retour sur les sources, on en parlera, beaucoup sont des sources d'inquisition. Elle en vint peu à peu avec d'autres, Jacques Chifolot, Jean-Louis Biget, qui a consacré une belle thèse au Qatar il y a presque 40 ans maintenant, Julien Théry, que vous avez évoqué tout à l'heure, à la contestation radicale de l'hérésie. Peu d'objets historiques ont connu, à vrai dire, un tel renouvellement depuis 30 ans. Relais est pris aujourd'hui par les historiens anglo-saxons. Le dossier de l'histoire du mois de décembre en témoigne, avec la publication de Mark Pegg, d'un article de Mark Pegg, qui est un historien australien qui s'intéresse au Qatar et qui enseigne aux États-Unis, et puis bien sûr un entretien magistral avec vous, Robert Moore, qui avait fait de l'hérésie votre objet d'étude. Invention. Votre article dans l'histoire s'intitule, nous avons choisi de l'intituler avec vous, les Cathares ont-ils existé? De quoi faire frémir. J'ai déjà des menaces sur mon téléphone portable d'amis qui viennent de Fangeau et qui me disent attention à ce que vous allez dire. Attention à ce que nous allons dire. Invention, le mot est fort, c'est pourtant celui qui est utilisé par Monique Zerner. Invention, et pourtant il y a bien une croisade en 1209, il y a bien une inquisition mise sur pied par le pape Grégoire IX à partir de dans les années 1230. Mais cette croisade, cette inquisition sont faites pour pourchasser les hérétiques. Mais alors, s'il n'y a pas de cathares, si les cathares n'ont pas existé, qui sont les gens que l'on pourchasse? Qui sont ces gens qui sont persécutés? Robert Moore. Well, the people who were persecuted were men and women who lived Les persécutés étaient des femmes et des hommes qui vivaient entre le Rhône et la Garonne. They were Christians who retained their own beliefs. C'était des chrétiens qui avaient leurs propres croyances. C'était avant la réforme grégorienne. Et en fait, ces gens ont résisté à la hiérarchisation de l'Église. Et ils ont résisté à l'interventionnisme accru de l'Église dans la vie des gens. Ils ont résisté à l'accumulation des richesses, notamment par l'ordre cistercien, qui déployait ses ailes dans le Midi, notamment dans la seconde moitié du XIIe siècle. Ces gens étaient jaloux de leurs croyances traditionnelles et ils résistaient aux pressions exogènes visant à imposer de nouvelles structures et de nouvelles formes de discipline. Mais la véritable impulsion de la persécution est d'abord d'ordre politique. Elle a émané des monarques qui bâtissaient leurs nouveaux États et leurs nouvelles bases de pouvoir. Henri d'Anjou, en Angleterre,
les Capétiens en France et les rois d'Aragon, chacun de ces royaumes au cours du XIIe siècle, étaient de plus en plus organisés et bien entendu de plus en plus ambitieux. Et la région entre la Garonne et le Rhône était considérée par ces monarques comme une terre de possibilités d'expansion politique. Il y avait évidemment des rivalités. Et la revendication, notamment le comté de Toulouse, était donc affectée, contaminée par l'hérésie. Et bien là, c'était une occasion et également un prétexte d'intervention politique. Valérie Hannin. Et comment ces gens s'appellent-ils entre eux? Comment ont-ils l'impression d'être de bons chrétiens? Ont-ils l'impression d'être des hérétiques? C'est évidemment un des enjeux de cette affaire-là. Est-ce que ils sont simplement des chrétiens qui recherchent une pureté plus évangélique, ou est-ce qu'ils ont vraiment une différence de doctrine avec l'Église établie, avec l'Église qui est celle qui est menée par le pape? Pour autant qu'on le sache, ils s'appellent de bons chrétiens, de bons hommes, si vous voulez. À vrai dire, on sait très peu de choses quant à leurs croyances. À ceci près que l'on a quelques connaissances des choses négatives. On sait ce que leurs détracteurs pensaient d'eux du point de vue de leur manque de croyance dans certaines choses. À partir de là, nous ne pouvons faire que des déductions. Leur foi devait être fondée sur la chrétienté du Nouveau Testament, probablement les écrits des apôtres, autrement dit, leur croyance, leur foi, devait reposer sur une forme non institutionnelle du christianisme. Cela a été généré dans leur propre communauté et le rôle de ces bons chrétiens était d'être des médiateurs dans des sociétés qui étaient en fait minées par le conflit ou qui pourraient ou qui auraient pu être minées par le conflit. Une des questions qui surgit à la lecture de ce numéro, j'ai moi-même réalisé il y a une vingtaine d'années un documentaire pour France Culture sur cette histoire des cathares. C'est comme le disait tout à l'heure Valérie Hannin, c'est le profond renouvellement du regard porté sur cette histoire par les historiens depuis maintenant une vingtaine d'années. Et comme l'écrit Marc Grégory Pegg dans ce numéro, il est rare, dit-il, dans le domaine de la recherche historique, de pouvoir dire, je cite, sans réserve, qu'un champ d'études vieux de plus d'un siècle est dépourvu de tout fondement scientifique. C'est vraiment une position très radicale, effectivement. Ça fait plus d'un siècle qu'on travaille sur les cathares. Et vous dites, ainsi que Marc-Grégory Pegg et bien d'autres, on a cité Jean-Louis Biget ou encore Monique Zerner, il n'y a pas de fondement scientifique à cette histoire telle qu'on la raconte aujourd'hui. Ça ne va pas faire plaisir du côté du département de l'Aude qui se veut un département cathare. Well, the point at which we must begin is Fixons bien le point de départ. Souvenons-nous que l'histoire scientifique, à savoir l'histoire fondée depuis le milieu du XIXe siècle sur l'examen attentif de sources primaires et la contextualisation des événements, eh bien cette histoire-là ne s'est pas du tout penché sur la religion pratiquée dans le Midi, les cathares, et ainsi de suite. Et il a fallu attendre les années 1960 pour que cela soit le cas. Par conséquent, la tradition que vous venez de décrire, Emmanuel, ces points de vue initiaux mis en place par Jean-Claude Schmitt, c'est ce que dit Valérie,
n'était pas fondée sur un examen attentif des sources primaires. A contrario, ce qui s'est passé, c'est ceci. Il y avait des enthousiastes, des curieux qui ont trouvé des textes dans des chartes, dans des textes, et puis évidemment dans les archives de l'Inquisition au XIIIe siècle, ils ont trouvé des documents qui semblaient cohérents par rapport à ce qu'avait établi Schmitt quant à la hiérarchie de cette contre-église ou anti-église amenée en Europe, particulièrement dans le midi de la France, à partir des terres byzantines au XIe siècle. Ça, c'était le point de vue de Schmitt. Mais rien de tout cela ne se fondait sur un examen attentif des sources primaires permettant d'établir l'histoire de la région ou de l'Europe occidentale au XIIe et XIIIe siècle. Et cette situation a perduré jusqu'à ce que Jean-Louis Piget, Monique Zerner et leurs collègues, dans les années 1980 et 90, se sont penchés sur la question pour mettre en place une enquête systématique sur ces sources. Lorsqu'ils se sont lancés dans cette entreprise, ils ont découvert que pratiquement toutes les perceptions initiales émanaient de l'extérieur de la région. La même conclusion fut tirée par Mark Pegg, qui travaillait de manière indépendante. Presque concomitamment, il est arrivé à la conclusion qu'en dehors de cette région entre le Rhône et la Garonne, il y avait des gens qui ont interprété ce qu'ils voyaient comme étant cohérent par rapport à l'idée qu'il se faisait de l'hérésie et de la manière dont l'hérésie fut bâtie et comment elle opérait. Valérie Hanin. Oui, au fond, évidemment, ces sources qui sont produites par l'Inquisition essentiellement, ce sont les principales sources que l'on a pour connaître l'hérésie, criminalisent des comportements et leur donnent une cohérence. C'est-à-dire qu'on les a prises au pied de la lettre d'une certaine façon, un peu peut-être, est-ce qu'on pourrait comparer toute proportion gardée, à ce que font les procès de Moscou face aux opposants de Staline. On a parfois comparé en disant finalement les accusations qui sont faites contre les hérétiques ne sont pas plus burlesques que celles qui ont été portées contre les ennemis, les dissidents de Staline, que l'on accusait de crimes aussi étranges que d'être hitléro-trotskiste, par exemple. Est-ce que c'est la même mécanique? Oui, cette comparaison n'est pas fausse. C'est un exemple du XXe siècle d'un phénomène que l'on retrouve au cours de l'histoire européenne à partir du XIIIe siècle. Une comparaison similaire aurait pu être établie par rapport à la chasse aux sorcières des XVIe et XVIIe siècles. Alors il y a différentes expressions, évidemment. Vous avez l'antisémitisme aussi, par exemple. Tout cela, c'est caractéristique de l'histoire de l'Europe depuis la période dont nous parlons. Ce ne serait donc, selon vous, Robert Moore, que des chrétiens qui pratiqueraient un rite, c'est ce que vous expliquez dans le numéro de l'histoire qui vient de sortir, qui pratiqueraient un rite qui serait le même rythme que les autres chrétiens, le même rite que les autres chrétiens auparavant, issus de la réforme grégorienne, mais c'est l'Église qui se serait écartée, l'Église comme institution de ce rite de la réforme grégorienne, alors que serait resté littéralement collé à cette réforme grégorienne, et c'est parce que il maintiendrait d'une certaine façon ce rite grégorien le plus pur, voulant ressembler en cela aux premiers chrétiens, qu'ils auraient été persécutés. C'est ce que vous tentez d'expliquer dans votre livre sur la guerre à l'hérésie, Robert Moore. Oui, ce que vous dites est assez juste.
Ce qu'il faut savoir à propos du XIIe siècle, et là, il y a un paradoxe auquel a toujours été confrontée l'Église. Les grands innovateurs, les grands révolutionnaires, eh bien, c'était les grégoriens, justement. Et la tradition de l'historiographie depuis cette époque a visé à maintenir le fait que les grégoriens visaient à maintenir, mais à mettre au goût du jour quand même, les traditions de l'Église. Et donc, les détracteurs devaient être considérés comme des personnes innovatrices. Mais évidemment, c'est pratiquement le contraire de la vérité, tout cela. L'opposition envers les grégoriens était double. Tout d'abord, il y avait des gens qui souhaitaient rester fidèles aux traditions du culte, des rites, comme vous dites, et comme je l'ai dit précédemment, il s'agissait de gens qui n'étaient pas convaincus du bien fondé d'églises coûteuses. Ils n'avaient pas besoin de l'intervention du prêtre en tant que médiateur entre eux et leur Dieu. Et l'autre source, qui est celle qui a le plus contribué à l'arrivée de l'hérésie, eh bien, c'est lorsqu'une révolution se stabilise, lorsqu'on arrive à une société plus apaisée, ce qui était le cas en Europe occidentale avec les grégoriens à partir de la fin des années 1130, donc à mesure que les choses se stabilisent, il demeure des puristes, des gens qui veulent insister sur les principes révolutionnaires d'origine. À titre d'exemple, il y a des gens qui avaient adopté la vie religieuse, particulièrement en Allemagne. C'était des hommes et des femmes, des maris, des épouses qui avaient adopté la vie religieuse et mis en place des communautés religieuses mixtes. Et à mesure que l'on avance, on arrive dans les années 1140 et la hiérarchie de l'Église leur a dit qu'il fallait séparer les hommes des femmes. Eh bien, ces gens-là voulaient s'en tenir au principe d'origine du christianisme apostolique qu'ils avaient adopté. Et c'est pour cette raison qu'ils furent pourchassés et condamnés comme hérétiques. Valériane. Ce qui ne retirera rien, évidemment, au pays cathare et à la fierté du pays cathare aujourd'hui, même s'il faut peut-être renoncer à cette étiquette, c'est que c'est une histoire très politique, une histoire de résistance et de rebelles. Au fond, ce que vous nous racontez, ça n'est pas une histoire religieuse, vous ne vous placez pas de l'intérieur, vous racontez comment des gens, souvent, parfois simples, parfois des chevaliers des villes, parfois des marchands, ont résisté à un pouvoir qui s'impose, qui est le pouvoir des évêques. Et au fond, vous ne faites là une histoire de gauche ? Perhaps. Qui sait, peut-être. I'm not quite sure what your question is. Alors, votre question est fort complexe. Je suis pas sûr de l'avoir bien saisie. Pouvez-vous la reformuler? Est-ce que c'est une histoire de gens qui résistent à un pouvoir qui s'impose, le pouvoir de l'Église, le pouvoir de la réforme grégorienne, qui non seulement sépare très fortement, on le sait, à la fin du XIe siècle, les clercs des laïcs, mais qui organise la suprématie de l'Église et la prise de pouvoir par l'Église de tous les aspects de la vie des contemporains. Donc au fond, ces gens qui résistent en étant simplement, à certains égards, de bons chrétiens, est-ce que ce sont des communautés rebelles à un pouvoir central? Eh bien, cette histoire, c'est celle de gens qui résistent au pouvoir des évêques, certes, mais aussi au pouvoir de l'ordre monastique.
Dans cette région, entre le Rhône et la Garonne, ça va au-delà. C'est une histoire de gens qui résistent à l'intrusion des pouvoirs externes, notamment Henri Plantagenet, qui, par Éléonore d'Aquitaine, voulait revendiquer le comté de Toulouse pour ajouter cela à son empire angevin. Henri avait lancé la plus grande expédition militaire de son règne contre Toulouse. C'était en 1159 et il s'en est trouvé frustré parce que Louis VII est intervenu entre Henri et le comté de Toulouse. Stigmatisant les protecteurs de l'hérésie, et donc là nous sommes en 1163, et bien Henri a espéré qu'il soit impossible que Louis continue à protéger Toulouse contre ses assauts. Donc pendant les 50 ou 60 années qui ont suivi, il y aura une rivalité entre ces trois pouvoirs externes pour dominer cette région. C'est cela qui entraîne les croisades et la résistance aux croisés. Et dans cette région-là, je crois que c'est le facteur plus important. C'est plus important que la résistance aux évêques. Ce n'est qu'après les croisades, lorsque Innocent III, le pape, remplace les évêques locaux par des gens venus de l'extérieur, que la lutte dans le Midi est essentiellement dirigée vers la hiérarchie de l'Église. Valérie Hanin. Résistance pour résistance, je voudrais dire, que vous nous disiez un mot de la réception de vos travaux. Une telle offensive contre une histoire traditionnelle et bien ancrée, comment a-t-elle été reçue? Et comment a-t-elle été reçue peut-être des deux côtés de la Manche ou des deux côtés de l'Atlantique? Est-ce que les Français vous ont bien reçu? Est-ce qu'il y a aujourd'hui une façon anglaise ou anglo-saxonne de faire l'histoire des Cathares et une façon française? Ou est-ce qu'au contraire vous vous entendez bien avec vos collègues français? Mes collègues français sont montrés particulièrement avenants. Et il faut savoir qu'en Grande-Bretagne, en France ou aux États-Unis, il y a évidemment des gens qui s'en tiennent à l'histoire traditionnelle des Cathares et l'organisation de leur société, mais il y a une différence. En France, si j'ai bien compris, dans l'ensemble, ce point de vue semble s'être fragilisé dans les cercles d'historiens universitaires. Il est désormais accepté que cette historiographie ne repose pas sur des fondements scientifiques résultant d'un examen attentif des choses comme il se doit. Aux États-Unis et en Grande-Bretagne, les choses sont peut-être un petit peu différentes parce que notre profession d'historien n'est pas aussi bien organisée. Nous ne faisons pas de distinction aussi claire qu'en France entre l'histoire universitaire, académique, essentiellement dirigée vers des préoccupations laïques, et l'histoire religieuse, qui, elle, fait partie d'un domaine bien distinct. Une des conséquences de cela, c'est la tradition historiographique anglophone qui s'en trouve moins rigoureuse lorsqu'elle se penche sur les fondements des interprétations historiques par rapport à certaines ères, certains épisodes de l'histoire. Donc évidemment, ça n'a pas été considéré comme une grande problématique pour l'ensemble des
des historiens. Il y a une poignée d'historiens en Grande-Bretagne et aux États-Unis qui se sont penchés sur ces questions. Et pratiquement tous eux, à part Mark Pegg et moi-même, ont abordé cela à partir de la position traditionnelle. Et ils sont très réticents à abandonner leur point de vue. Oui, on peut le comprendre, effectivement, quand on a fait carrière sur, effectivement, le catharisme, qu'il soit difficile de revenir en arrière et d'accepter les arguments que vous défendez, Robert Moore. Mais on peut comprendre aussi l'étonnement, pourrait-on dire, d'une région tout entière qui s'est construite, en particulier depuis les années 60, sur le combat occitan et occitaniste, de voir ce qu'ils croyaient considéré comme un mythe, au point que, je crois, c'est ce que vous expliquez dans l'histoire, on a accusé, vous-même ou d'autres, d'être des négationnistes de la cause cathare, c'est-à-dire on vous a mis au même niveau que les historiens qui niaient l'existence de la Shoah. Oui, c'est vrai, ces accusations ont été faites, mais elles reposent sur une conception fortement erronée. Ni moi, ni mes collègues français avons pu nier ou douter que les événements ont bel et bien eu lieu, les atrocités ont bel et bien eu lieu. Le fait de brûler des gens, ça a bien existé. Et moi, je me suis précisément préoccupé de savoir pourquoi, à partir du XIIe siècle, en Europe, nous avons bâti cette habitude visant à nous brûler les uns les autres en grand nombre et qu'on continue à faire ça jusqu'à aujourd'hui, du reste. Personne ne met en doute la réalité des horreurs perpétrées. Ces atrocités ont eu lieu et personne ne nie cela. Là où il y a un point de différence, c'est le contexte, les raisons, les motivations de tout cela. Pourquoi ces gens-là ont-ils été persécutés? Pourquoi ont-ils été traités ainsi? Et moi, il m'apparaît que ceux qui sont plus enclins à choisir l'autre point de vue pourraient considérer qu'un point de vue sur lequel leur passion, leurs identités étaient plus locales, plus régionales, plus personnelles, donc bien au-delà de ce que l'on dit dans la tradition historique, et bien ça ne me semble pas une voie qui ne doit pas être jugée comme inacceptable. Merci beaucoup Robert Moore d'être venu nous présenter vos travaux que l'on pourra lire plus aisément en se procurant le magazine de l'histoire consacré au Qatar, avec en particulier effectivement l'entretien également et l'article de Mark Gregory Pegg et bien d'autres, puisque c'est un dossier de l'histoire de ce mois qui vient de sortir en kiosque. Et puis il y a également dans ce numéro un dossier sur la République dont nous avons parlé pendant toute cette semaine à l'occasion du colloque Modernité républicaine, et aussi un article très intéressant de Youssef Courbage sur la terrible famine du Mont Liban. Merci à vous, merci à Xavier Combe d'être venu traduire vos propos, et merci à vous Valérie Hanin. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle Fabrique mondiale de l'histoire. France Culture, la Fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Et vous savez que nous avons tous les mois la chronique de Catherine de Copé, la fabrique de l'autre, qui s'attache à démonter justement la construction d'un autre, un autre mythifié, un autre créé par les mots. Et alors que hier, dans le débat entre Alain Juppé et François Fillon, on a à nouveau évoqué la question des mineurs délinquants, vous vouliez vous attacher, Catherine de Copé, dans votre chronique de la fabrique de l'autre d'aujourd'hui, à ce mot, justement, ce mot mineur tel qu'il a évolué depuis sa création. Oui, alors l'actualité, c'est aussi la journée mondiale de l'enfance qui avait lieu il y a quelques jours. Évidemment, la primaire n'emballe pas toute l'actualité. Alors, à creuser la notion, qui est en fait une notion juridique, on se rend compte que ce terme est rarement défini autrement que par opposition au majeur, en creux en quelque sorte. Le mineur est celui qui n'est pas majeur, mais finalement, ça veut dire beaucoup de choses différentes, puisqu'il n'existe pas moins de 3 types de majorité. La majorité civile, qui est l'âge à partir duquel on est considéré comme responsable de ses actes devant la loi. La majorité matrimoniale, qui est le seuil d'âge pour avoir le droit de se marier,
qui diffèrent selon les hommes et les femmes. Et enfin, la majorité pénale, âge à partir duquel on peut être condamné par la justice. Et en France, en ce qui concerne la majorité civile, l'âge de bascule d'un État à l'autre, minorité et majorité, se situe, vous le savez, depuis 1974 à 18 ans. Alors pour démêler tout ça, il faut revenir au fondement de notre droit, car l'idée de minorité, ou du moins de seuil d'âge, a été introduite en Europe par le droit privé romain. À Rome, il existait des seuils d'âge pour définir la majorité matrimoniale, qui correspondait peu ou prou à la capacité à procréer. En termes de droit civil, les jeunes restaient en fait sous l'autorité de leur père, le pater familias, tant qu'il était vivant. Et à 25 ans, si le fils de famille avait la chance d'avoir un petit pécule, il avait quand même le droit de le gérer tout seul. Et quant à ceux qui perdaient leur père, c'était assez fréquent, ils devaient également attendre 25 ans pour devenir pater à leur tour, c'est-à-dire émancipés. Donc on a affaire ici à un droit que certains qualifient de social, qui vise en fait plutôt à protéger la transmission des héritages et des patrimoines. Alors ce n'est que beaucoup plus tard, évidemment bien après l'époque romaine, que cette notion de mineur va s'orienter, Catherine, vers les droits de l'homme et permettre d'introduire l'idée d'une protection nécessaire de l'enfant. Et c'est sur cette période sur laquelle vous vouliez insister. Oui, cette conception de l'enfant comme personne devant être protégée ne pointe son nez qu'au XIXe siècle. En 1889 puis en 1898 sont adoptées des lois qui concernent la garde des, je cite, enfants maltraités et des enfants moralement abandonnés. Je ne vais pas m'appesantir sur ces lois, mais elles sont fondamentales. Cependant, elles ne seront pas souvent appliquées, sans parler du fait qu'à l'époque, la majorité pénale, justement, était fixée à 16 ans. Les moins de 16 ans étaient jugés sur leurs actes et risquaient soit la prison, s'il était prouvé qu'ils avaient agi avec discernement, vaste sujet, soit la maison de correction dans le cas inverse. Mais c'est véritablement au début du XXe siècle qu'un tournant est pris avec les lois de 1906 et 1912. La première repousse cette majorité pénale à 18 ans et la seconde instaure les tribunaux pour enfants. Cette loi de 1912 est l'aboutissement de plusieurs années de réflexion et de débats publics. En 1911, s'est tenu à Paris le premier congrès international des tribunaux pour enfants. Et oui, signe de l'importance du sujet à l'époque en Europe notamment, à la suite des États-Unis qui étaient pionniers en la matière. Donc cette loi de 1912 adoptée